Bon, vous vous souvenez de tout le bazar et des morts causés par la pandémie du Covid-19. Eh bien, imaginez si cette fois, la pandémie la plus meurtrière de l'histoire, eh bien, elle revenait. En fait, qu'est-ce qui se passerait si la peste noire refaisait surface aujourd'hui? Et si elle contaminait progressivement toute la population mondiale? Eh bien, rapprochez-vous, mes diables noirs des abysses. On va voir les conséquences de cette maladie dont le simple nom vraiment terrifie même encore aujourd'hui. En fait, on va voir déjà que la peste, elle n'a pas complètement disparu et elle continue encore de tuer des gens en 2025. On fera aussi des parallèles entre la peste, le Covid et puis d'autres pandémies et on augmentera progressivement le nombre d'humains contaminés par la peste à 10%, 25%, 50% et on verra enfin pourquoi la peste pourrait éventuellement revenir et contaminer 100% de la population. Mais on commence là en douceur avec le niveau actuel de peste dans le monde. Alors déjà, en ce moment, notre cobaye Gustave, il est terrifié par la peste. En fait, il a entendu aux infos qu'un Américain a chopé cette maladie il y a à peine quelques jours. Et du coup, là, il se met à écumer Internet pour se renseigner sur le sujet et essayer de se rassurer. Et d'ailleurs, en parlant de peste, eh bien, notre cobaye se connecte à plein de Wi-Fi différents pour faire ses recherches quand il le fait en public, quoi. Et du coup, forcément, il doit faire gaffe à pas choper un virus en ligne ou même être piraté. Ça peut arriver. Mais heureusement, là, il a accès à un truc incroyable qui s'appelle CyberGhost VPN. Parce que eux, avec près de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est vraiment un indispensable pour protéger votre vie privée en ligne. En fait, ce VPN, il chiffre automatiquement votre connexion. Comme ça, en fait, les regards indiscrets ne peuvent plus suivre ce que vous faites en ligne. D'autant plus que pour là, notre cobaye qui passe ses journées à faire des recherches sur la peste, c'est quand même vraiment nécessaire. Parce qu'il a pas envie de choper la peste, mais il aimerait éviter aussi également de choper quelque chose en ligne. Et d'ailleurs, CyberGhost VPN, qui est le sponsor de la vidéo, vous permet aussi de contourner le blocage géographique. En fait, vous pouvez changer votre localisation virtuelle n'importe où et quand vous voulez, parmi plus de 100 emplacements dans le monde. Et ça tombe bien parce que Gustave voulait faire une pause dans ses recherches. Et là, il a envie de commencer une série, mais il se rend compte qu'elle est bloquée en France. Et du coup, hop là, il bascule simplement sa connexion vers un autre pays grâce à CyberGhost VPN, par exemple aux États-Unis ou alors au Japon. Et cette fonction, ça lui permet d'accéder jusqu'à 50% du contenu supplémentaire sur près de 40 services de streaming différents, Netflix, Amazon Prime, Disney+. Mais vous pouvez aussi accéder à des offres plus intéressantes comme des réservations d'hôtels moins chères. Et vous pouvez aussi contourner les blocages des sites pour adultes, bien entendu. Et du coup, comme Gustave, il a envie de se détendre entre deux recherches, voilà, je ne fais pas un dessin. Bref, c'est rapide, privé et totalement anonyme. Et d'ailleurs, au passage, vous pouvez aussi protéger jusqu'à 7 appareils en même temps avec CyberGhost VPN, que ce soit votre ordi, votre téléphone ou même ceux de vos proches. Et bien évidemment, là, on a une promo pour aider Gustave et pour vous aider, bien sûr. Parce qu'en cliquant sur le lien en description, vous avez accès à leur meilleure offre à seulement 2,03 € par mois. Et le tout avec 4 mois offerts et avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Eh bien écoutez, merci à CyberGhost pour leur confiance. Bref, grâce à eux, Gustave a pu choper toutes les infos qu'il cherchait sur la peste et ça tombe bien parce qu'on va en avoir besoin. Et justement, voyons ce qui se passe à l'échelle mondiale. Parce qu'en 2024, un Américain s'est subitement senti mal au poing. En fait, il était faible, il avait de la fièvre, des nausées, des douleurs musculaires, des frissons. Au début, il se dit c'est peut-être une petite fièvre. Mais quand les médecins l'ont examiné, petite surprise parce qu'ils ont découvert qu'il avait la peste. C'est vraiment le truc que t'as pas envie de savoir, quoi. Bon, a priori, il a été infecté par son chat qui présentait lui aussi des symptômes. Et du coup, le bestiau a sans doute été infecté par une puce qui était porteuse de la peste. Et ensuite, comme le chat se baladait dehors, il l'a ramené à la maison. Le chat et le propriétaire ont tous deux reçu des médocs et ils ont pu se rétablir. Et d'ailleurs, heureusement, aucun autre cas de peste n'a été identifié dans leur entourage. Donc en vrai, au total, il y a seulement 7 cas de peste qui sont recensés en moyenne chaque année aux USA. Sachant que, par comparaison, c'est 1500 personnes dans le monde. Du coup, c'est pas non plus très très élevé, quoi. Bon, dans les faits, il y en a un peu plus que ça parce qu'il y a des gens qui vont pas aller se plaindre ou quoi, du coup, donc on le sait pas. Dans tous les cas, ça représente 0,00001% de la population mondiale. C'est pas énorme, quoi. On est donc très loin des millions et des millions de malades pendant la peste noire qui se passait au Moyen-Âge. Mais ça, on va en reparler, bien sûr. Mais en attendant, ça veut quand même dire que la peste n'a jamais vraiment disparu depuis le Moyen-Âge. En fait, elle reste active de façon globalement limitée dans certaines régions du monde. En particulier au niveau de la RDC, République démocratique du Congo ou même à Madagascar. Déjà, rien qu'à Madagascar, on compte environ 500 personnes contaminées chaque année. Même si quand même en 2017, il y a eu un truc un peu chelou puisqu'il y a eu un bond de 2000 personnes qui avaient été contaminées, soit 4 fois plus, quoi.
Bon, en tout cas, tout avait commencé avec un homme qui voyageait en taxi-brousse dans la campagne. C'est le nom du taxi, quoi. Alors lui, le gars, il était déjà malade, mais pendant le trajet, eh bien, il est entré en détresse respiratoire et il en est mort. En fait, la peste l'a tué en seulement quelques heures. Mais il a quand même, entre-temps, eu le temps de contaminer 2 autres personnes qui, à leur tour, ont propagé la peste dans le pays. Et là, hop là, le petit effet domino, tout ce qu'on aime. En fait, habituellement, la peste réémerge chaque année à Madagascar entre octobre et mars, pendant la saison humide. En fait, les populations de puces sur les rats, elles augmentent, donc la peste circule plus. Et cette maladie, elle sévit en particulier dans les régions rurales assez reculées, quoi. Mais l'épidémie de 2017 était quand même bien particulière, parce qu'elle avait commencé en pleine saison sèche. Et elle avait touché principalement 2 grandes villes, dont la capitale. Pour vous dire, vraiment, là-bas, c'était la panique. Il y avait des habitants qui vivaient dans la terreur et certains avaient même le sentiment que c'était le début de la fin du monde. En fait, les gens se ruaient sur les masques de protection ou même les médicaments, et ce qui fait que les pharmacies étaient totalement en rupture de stock. D'ailleurs, certains produits se revendaient ensuite à des prix vraiment démentiels sur le marché noir. Et du coup, l'Organisation mondiale de la santé et même de nombreuses associations sont venues en aide au pays. Et ils ont alors envoyé du personnel en renfort, des médicaments ou même de l'argent. Suite à ça, les rassemblements publics ont été interdits, les universités fermées et la santé des voyageurs, en fait, était contrôlée au départ des aéroports et des ports maritimes. C'était vraiment très sérieux. Mais même depuis Madagascar, ça a eu un impact en France puisque, là, en France, les établissements de santé étaient prêts à recevoir d'éventuels cas de peste. Ils se sont vraiment préparés. Au cas où des gens revenaient de Madagascar avec la peste. Bref, ça montre quand même que la situation peut vite s'emballer et prendre des sacrées proportions. Des gens nous ont amené ici un jeune homme de 24 ans qui crachait du sang. Il a été diagnostiqué positif à la peste et il a immédiatement été hospitalisé. Mais il s'est enfui et il a été revu plus tard en train de faire son commerce au marché. La plupart des gens n'ont pas le choix ici. Ils doivent aller travailler pour survivre. Les autorités locales ont tenté de le raisonner mais il a préféré reprendre la fuite. La police a émis un avis de recherche et s'est lancé à ses trousses, jusque-là sans résultat. Il risque de propager la maladie très vite. Vous voyez, c'est assez dingue et au total, plus de 200 personnes sont mortes pendant l'épidémie. En sachant quand même que celle-là était vraiment inhabituelle à Madagascar. Et elle aurait été a priori favorisée par la déforestation ou même les incendies. C'était plus facile en fait pour circuler. Mais bon, de manière générale, la peste est une zoonose, exactement comme le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Et plus l'humain va perturber la biodiversité, plus il a tendance à augmenter les risques d'une nouvelle pandémie mondiale. Et justement, ça tombe bien puisque la peste est actuellement considérée comme une maladie réémergente dans le monde par l'OMS. Et là, bref, voilà la situation actuelle de la peste dans le monde. C'est vraiment extrêmement faible et elle est présente que dans certains pays, comme par exemple à Madagascar, là, de temps en temps. Mais on va voir maintenant ce qui se passerait si on subissait une pandémie de peste de la même ampleur que le Covid. Vous le savez, le Covid a vraiment marqué notre époque. C'était vraiment un petit moment de vie un peu particulier. Nous sommes en guerre. Et comme on le sait, a priori, cette maladie est apparue en Chine, puis elle s'est propagée dans le reste du monde. Et au total, il y a eu 700 millions de personnes qui ont eu le Covid au moins une fois. Et ça, c'était vraiment sans compter les cas non déclarés. Du coup, c'était bien plus. Autrement dit, ça veut dire que 10% de la population mondiale a été contaminée par le Covid. Sachant que, en termes de morts, il y en a eu à peu près 7 millions depuis son apparition. Donc littéralement, 1% des gens finissaient par décéder de cette maladie. Bref. C'est littéralement la pandémie la plus sévère de l'histoire moderne, à l'échelle du monde. Donc honnêtement, c'est quand même une bonne base pour imaginer une pandémie de peste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on mettrait en place? Et là, ça vous donne aussi une petite idée des conséquences si 10% de la population avait la peste. Parce que déjà, lorsque le Covid s'est propagé, les pays et les populations ont réagi de plein de façons différentes, comme vous l'avez constaté. Bon, la plupart des pays, ils ont fermé leurs frontières, et du coup, les gens se sont rués dans les supermarchés pour faire des achats paniques. C'est-à-dire acheter des grandes quantités de certains produits en prévision d'une catastrophe, typiquement des stocks gigantesques de PQ. C'est vraiment le point essentiel. Alors que s'ils avaient des toilettes ergonomiques comme moi, où vous avez des jets dans le cul, tout est simplifié. Je le dis de manière très sobre, comme vous l'avez constaté. D'ailleurs, pour l'anecdote, les ventes du roman La Peste d'Albert Camus avaient aussi explosé au début du Covid en France. Alors c'est pas lui. Et la population française a été confinée plusieurs fois, comme vous l'avez agréablement constaté. À titre perso, c'est ce qui m'avait donné le goût à me remettre à l'écriture, d'ailleurs. Bon, pour moi, c'était bénef. Et là, le but, c'était de limiter au maximum la propagation du virus pour éviter la saturation des hôpitaux, même des services de soins intensifs. Et du coup, en dehors des confinements, les déplacements étaient parfois restreints. Les rassemblements de personnes étaient interdits. En fait, il fallait éviter les contacts physiques, en particulier les bises, les poignées de main. Il y avait du gel hydroalcoolique partout et aussi des rappels de bien se laver les mains. Hélas, quelques années sont passées et les gens sont redevenus un peu sales, du coup, à ne pas se laver les mains avant un repas. En tout cas, vous vous souvenez, on devait porter des masques, vraiment pas ceux-là, du coup. Et les gens qui étaient malades devaient
systématiquement rester chez eux. Et d'ailleurs, dans certains pays comme la Chine, des mesures étaient encore plus strictes. D'ailleurs, à un moment, ils désinfectaient carrément les rues. En fait, ils vaporisaient des milliers de litres de désinfectant en extérieur. C'est hyper impressionnant. Je pense pas qu'on a connu ça en France. D'ailleurs, petit spoiler, mais c'était pas efficace, ça n'a pas servi à grand chose. Alors, évidemment, si on avait une épidémie de la peste là, qui revenait en force, ce serait pas non plus comme le Covid. Et d'ailleurs, ça dépendrait aussi du type de peste, parce qu'il en existe 3 différentes. Alors, la plus connue et la plus répandue, c'est ce qu'on appelle la peste bubonique, comme des bubons, quoi. Et celle-là, elle a la particularité de faire gonfler vos ganglions, par exemple au niveau des aisselles. Après, vous avez aussi une autre peste, c'est la peste pulmonaire. Elle est plus contagieuse, elle est plus dangereuse, et celle-là, elle va provoquer de la toux, des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques, et même avec un traitement antibiotique approprié, elle est souvent mortelle en quelques heures. Et enfin, on a la petite dernière, la peste septicémique, qui est plus rare mais qui est encore plus vénère. Là, en gros, cette bactérie de la peste entre dans votre système sanguin et elle commence littéralement à vous nécroser de l'intérieur. Voilà, vous vous transformez en cadavre, quoi, alors que vous êtes vivant. Alors, ça commence plutôt par les extrémités comme les doigts ou la peau. Par exemple, pendant l'été 2025, un habitant de l'Arizona aux États-Unis est tombé malade. En fait, au début, il avait les premiers symptômes classiques de la peste, genre voilà, une grande faiblesse, de la fièvre, des frissons, des maux de tête. Mais tout à coup, il a aussi eu du mal à respirer et son état a empiré extrêmement vite. Il s'est présenté alors aux urgences et il a été immédiatement pris en charge de façon appropriée. Pourtant, son état s'est encore aggravé. En fait, chez lui, la peste bubonique a évolué en peste pulmonaire. Et l'homme est alors décédé le jour même, malgré plusieurs tentatives de réanimation. Donc oui, la peste tue encore aujourd'hui, y compris dans des pays développés. Et en moyenne, c'est à peu près une centaine de personnes qui meurent chaque année de la peste. Par contre, son high score à la peste, c'est pas du tout pareil, puisqu'on estime que cette maladie a tué au minimum 200 millions de personnes depuis les origines de l'humanité. Ces heures de gloire sont vraiment derrière elle. Mais plus pour longtemps, du coup, dans cette dystopie, bien sûr. En fait, initialement, la peste a vraiment frappé à des époques où l'humanité avait beaucoup moins de connaissances en médecine. Genre, les gens savaient vraiment pas comment soigner cette maladie. Ils se lavaient pas les mains, l'hygiène était vraiment un peu approximative. Et d'ailleurs, au début du Covid, beaucoup de pays étaient en pénurie de masques ou même de gel hydroalcoolique. Par exemple, en France, on a eu des petites phases comme ça. Et du coup, il n'y avait pas assez de stock pour gérer tous les besoins. Et d'ailleurs, en France, on manquait aussi de place dans les hôpitaux, même de personnel médical. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, la situation, dans la vraie vie, du coup, elle est encore pire. En fait, pour différentes raisons, le gouvernement a encore supprimé des milliers de lits dans les hôpitaux depuis le Covid. Et il manque encore énormément de soignants à cause des coupes budgétaires. Donc, si une épidémie de peste se déclenche, on aura les mêmes problèmes. Par exemple, aujourd'hui, il existe des traitements antibiotiques contre la peste, mais on n'en aura pas assez en stock pour soigner des centaines de millions de malades, clairement. En tout cas, là, on confinerait les gens avec cette peste en attendant d'avoir suffisamment de médocs, d'agrandir aussi peut-être les centres de soins. Et donc là, les gens vivraient dans la peur de choper la peste. Sachant que vous vous en souvenez, pendant le Covid, la vie de millions de personnes a vraiment été bouleversée. Quand l'épidémie est arrivée, j'étais psychologue dans un EHPAD. On n'avait pas de tests et aucun matériel de protection. Les infirmières s'occupaient des résidents sans masque. C'était sidérant. Elles appelaient la direction en pleurs en leur disant « On va tomber malade ». La mort, c'est notre quotidien en EHPAD. Mais là, tous nos repères étaient bouleversés. Au pic de l'épidémie, on avait 3 ou 4 décès par jour. La gestion des dépouilles était horrible. Il ne s'agissait plus de personnes décédées, mais de corps contaminés dont il fallait se débarrasser. Du jour au lendemain, des familles n'avaient plus le droit de voir leurs proches comme si c'était normal. Des gens sont morts sans avoir jamais revu leur enfant. Donc du coup, si 10% de la population avait la peste, il y aurait donc beaucoup de morts aussi. Encore plus d'ailleurs si la peste est pulmonaire et qu'elle se propage. Et hélas, les pays les plus pauvres, les plus défavorisés seraient encore et comme toujours les derniers à recevoir des traitements contre cette bactérie. Typiquement, pendant le Covid, ces pays-là avaient reçu les vaccins en tout dernier. Et donc, très facilement, là, avec 10% de la population atteinte, on pourrait atteindre sans trop de problèmes des millions de morts. Mais on va continuer et voir ce qui se passerait si un quart de la population, cette fois-ci, avait la peste. En fait, le tout dernier cas de peste en France remonte officiellement à 1945. Et à l'époque, en fait, c'est la Corse qui est touchée. Et ça, c'est peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la ville d'Ajaccio accueille alors beaucoup de navires alliés sur le port. Mais un jour, une terrible nouvelle va se répandre. En fait, une jeune fille de 15 ans vient de mourir de la peste bubonique à l'hôpital de la ville, sachant qu'elle vivait à proximité d'un poulailler qui attirait pas mal de rats. Et là, 2 jours plus tard, sa voisine meurt de la peste pulmonaire. Et là, le maire d'Ajaccio tente immédiatement d'arrêter la propagation de la maladie. Il impose alors des normes d'hygiène aux habitants de la ville, notamment respecter la propreté des rues et pas de balancer des déchets dehors. Bref, toute la ville est placée en quarantaine, plus aucun train, aucun bateau ni avion ne peut arriver ou repartir.
Et pour entrer et sortir de la ville en voiture, faut passer des barrages de contrôle. Et il faut montrer un certificat de traitement anti-peste. Ça rappelle clairement le pass sanitaire pendant le Covid, quoi. À ce moment-là, à Ajaccio, les bars et les cafés sont soumis à des horaires d'ouverture stricts. On ne peut servir plus qu'en terrasse et il y a des tables de 3 personnes maximum. Mais en plus, les logements des malades sont évacués et gardés par la police. Tout est aspergé d'insecticides ou même d'eau de javel. Et finalement, au bout de 3 mois, les mesures sont levées. Et au total, cette mini-peste-là aura touché 13 personnes et 10 en seront mortes. Donc ça vous donne un petit aperçu et là, on est quand même très loin des 25%, un quart quand même de la population mondiale touchée. Je reviendrai d'ailleurs sur les 25% après, vous verrez pourquoi. En attendant, en tout cas dans la vraie vie, on peut voir que les mesures contre les épidémies n'ont pas trop évolué en vrai en 80 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. En fait, elles sont souvent hyper strictes, hyper sévères, même quand il y a très peu de cas confirmés. Vraiment, par précaution, les gens ils ferment tout, quoi, terminé. Et d'ailleurs, si on remonte un peu plus loin, en 1920, c'est l'année de la dernière épidémie de peste de Paris. Sachant qu'à ce moment-là, cette peste se propage surtout dans les banlieues ou même les quartiers pauvres. Et là, pour pas alarmer la population, qu'est-ce que font les autorités ? Elles décident de mentir et de ne pas parler de peste. Et à la place, on lui donne un nom de code, la maladie numéro 9. C'est pas une blague. À ce moment-là, tous les médecins de la capitale reçoivent une lettre confidentielle avec des consignes à respecter. Et un sérum anti-peste leur est fourni gratuitement. Bon, là, on prend le truc au sérieux, les malades sont traqués et des immeubles insalubres sont évacués. Au final, cette épidémie s'achève par un bilan de 34 morts. Du coup, le pire a été peut-être évité. Du coup, voilà, à première vue, la peste, c'est quand même de l'histoire ancienne pour la France. Parce que même il y a un siècle, en vrai, on arrivait à gérer la situation pour pas que ça se barre en couille. Pourtant, ne pensez pas qu'on est vraiment à l'abri d'un retour de la maladie aujourd'hui. On se targue un peu de l'absence de cas de peste en Europe, mais cela pourrait très bien arriver chez nous aussi, comme aux États-Unis. Généralement, les malades ont été au contact de la vie sauvage. C'est la maladie qui est venue à eux. Le même cas de figure pourrait très bien se présenter chez nous. Il serait illusoire de croire que la peste ne puisse pas être réintroduite sur notre territoire. Cela serait évidemment un problème de santé publique aux graves conséquences économiques et écologiques. Mais en plus de ça, la peste possède la capacité assez étrange d'entrer en sommeil. Mais laisse-moi dormir, En gros, elle se désactive en quelque sorte pendant des années, parfois même des décennies. Et puis un jour, pam, on sait pas ce qui se passe, elle se réveille et là elle réapparaît brutalement et une épidémie peut se déclencher. D'ailleurs, il y a certains paramètres qui peuvent augmenter le risque que la peste passe des rongeurs aux populations humaines, notamment quand il y a des guerres ou même des mauvaises conditions d'hygiène. Et les guerres, ce n'est pas ce qui manque vraiment en ce moment. Et d'ailleurs, on parlera des armes bioterroristes liées à la peste plus tard, vers la fin de la vidéo. Parce que pour le moment, on va faire un tour à Malte à la fin des années 1675. Et là, à ce moment-là, la peste est apportée sur l'île via un bateau. Là, la première victime connue est une petite fille, mais l'entourage de la petite fille ne réalise pas tout de suite qu'il s'agit de la peste. Du coup, c'est simple, tout le monde est un peu chill, la maladie se propage parmi eux et la petite fille décède, les gens qui assistent à l'enterrement sont également contaminés et chacun va alors diffuser la maladie chez eux. Et quand enfin les autorités sont alertées, ils vont placer alors les malades en quarantaine, sauf que c'est déjà trop tard. L'épidémie se propage rapidement sur l'île de Malte. Là, des logements sont construits spécifiquement alors sur une petite île à côté pour accueillir les malades. Et certains malades sont aussi envoyés sur des bateaux qui stationnent un peu plus loin. Peut-être que s'ils étaient allés à Noisuli, ils auraient un peu plus de chance. Mais en plus, ces mesures, elles sont peu efficaces. D'autant plus que de nombreux malades s'enfuient. Des bateaux ou des îles, quoi. Ils n'ont pas envie d'y rester, quoi. Bref, à ce moment-là, la peste fait des ravages avec un taux de mortalité très élevé chez les malades. Et la situation échappe à tout contrôle. C'est quand même assez critique puisque Malte demande même carrément de l'aide à la France, qui va envoyer une délégation de médecins. Et les médecins décident alors de confiner la totalité de la population de l'île chez elle. Sauf les malades qui sont toujours évacués et isolés, pour les mettre en quarantaine. Et écoutez, ça fonctionne, en fait ces mesures sont vraiment efficaces. L'épidémie s'essouffle au bout de quelques mois. Mais quand même, en moins d'un an, elle aura coûté la vie à près de 11 000 personnes. Soit quand même un quart de la population de Malte à l'époque. C'est gigantesque. En fait, la bactérie de la peste se développe extrêmement vite dans l'organisme humain. Et même aujourd'hui, en 2025, ça paraît bête parce qu'on pense que c'est terminé, mais si vous chopiez la peste, en vrai, vous avez peu de chances d'y survivre si vous ne recevez pas un traitement très vite. Et d'ailleurs, plus vous habitez loin d'un hôpital, comme celui-là qui rend superbe, plus vous avez de risques de clamser. Bref, voilà à quoi pourrait ressembler la situation si un quart des humains avaient la peste. Attendez-vous à ce moment-là à des confinements extrêmement sévères et, hélas, malgré tout, des morts par centaines de millions. Et ça toucherait vraiment n'importe quel milieu ou pays. Mais on peut faire encore pire, parce que on peut passer à la moitié de la population contaminée.
Bon, vous connaissez sans doute la grippe espagnole. Vous savez, c'est l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire. Et celle-là, elle est apparue en réalité en 1918 aux États-Unis et en France, et non en Espagne, qui est quand même con. Sauf que le virus se propage ensuite dans le monde entier, en Inde, en Chine, en Europe, en Amérique, Afrique, Australie. Là, des villes entières sont paralysées, autant par la maladie que par la peur de l'attraper. Et autant vous dire, les hôpitaux de l'époque débordent de malades. À ce moment-là, on parle déjà de gestes barrières, comme porter des masques, se laver les mains, fermer des lieux publics, ou même rester en quarantaine. En fait, c'est simple, on estime que la grippe espagnole a pu contaminer jusqu'à la moitié de la population de l'époque. C'est complètement démentiel, quoi. Et la moitié, ça représente des centaines de millions de malades, et avec un bilan total estimé à 50 millions de morts. Bon, autant vous dire, la grippe espagnole a tué plus de monde en 1 an que la Première Guerre mondiale en 4. Mais elle a eu aussi un énorme impact sur l'économie mondiale, tout comme le Covid d'ailleurs qui avait coûté très cher. Par exemple, explosion des dettes publiques, déficit, faillite, inflation. D'ailleurs, certains économistes estiment que le Covid, cette fois, aurait fait perdre au moins 10 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Mais une étude a aussi montré que les personnes nées pendant la grippe espagnole ont été pénalisées. En fait, en moyenne, ces gens-là, ces bébés-là, avaient une moins bonne éducation, des revenus plus faibles et aussi plus d'handicap physique. Et du coup, si 50% des humains chopent la peste, on peut vraiment s'attendre à des conséquences du même genre. Et du coup, toute une génération sera marquée au fer rouge et pénalisée. Un peu comme durant le Covid où on dit que la jeunesse a été sacrifiée. Peut-être ça a été votre cas. Les examens, ça avait plus trop de valeur, on les passait directement à distance, les gens trichaient massivement, la vie sociale était complètement déglinguée, bon bref. Mais puisqu'on parle cette fois-ci des 50%, intéressons-nous un peu plus à une époque terrible de l'histoire, la peste noire. En anglais, ils ont aussi un petit nom très sympa, la Black Plague. Et ça, c'est le petit nom affectueux qu'on a donné à la grande pandémie de peste au Moyen-Âge, vers les années 1350. En fait, à ce moment-là, la peste est arrivée en Europe depuis l'Asie centrale. Puis elle s'est propagée en Afrique. Et du coup, c'est à la fois la pandémie et la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Et là, le bilan s'élève, tenez-vous bien, jusqu'à 200 millions de morts dans le monde en quelques années. Bon, concrètement, en fait, c'est là où la peste a fait du coup quasiment toutes ses victimes. Et à l'époque, 200 millions de morts, c'est la moitié de la population mondiale. Résultat, à elle seule, elle fait s'effondrer des empires entiers. Par exemple, la dynastie Yuan en Chine, ou même l'empire byzantin, ont été dévastés et du coup ne se sont jamais relevés à cause de ça. Alors bon, aujourd'hui, si la peste contaminait 50% de la population, comme c'était le cas avant, il n'y aurait pas autant de morts. Mais, ce serait quand même cataclysmique. Et ce serait suffisant pour déclencher une sorte de réaction en chaîne, vraiment qu'on n'aurait pas envie de vivre, quoi. Par exemple, tous les pays qui sont déjà fragilisés à cause des guerres ou même de la corruption risqueraient de s'effondrer, puisque ça ne ferait qu'accentuer ces éléments. On verrait alors des coups d'État, des pays qui se fragmentent, ou même qui tentent d'envahir les voisins. Par exemple, dans cette période du Moyen-Âge, certains pays d'Afrique ont profité d'envahir leurs voisins qui étaient trop affaiblis pour se défendre. Mais bon, globalement, en tout cas dans le monde, les villes étaient plus touchées que les campagnes. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup plus de concentration de population. Et ça avait joué un rôle central sur la propagation de la maladie, quoi. Mais bref, en tout cas, les effets de la pandémie étaient visibles dans tous les domaines de la vie, avec parfois des conséquences assez inattendues. Et déjà, tous ces millions de morts avaient causé une grande pénurie de main-d'œuvre. Il n'y avait pas assez de gens pour bosser. Et du coup, résultat, les gens qui restaient avaient vu leur salaire augmenter au cours des décennies suivantes. Il y avait moins de travailleurs, donc les entreprises étaient prêtes à les payer plus cher pour qu'elles puissent travailler pour elles. D'ailleurs, des milliers de villages avaient perdu tellement d'habitants qu'ils ont été entièrement abandonnés. Et à ce moment-là, le prix des logements à Paris avait été divisé par 4. Investir dans l'immobilier, c'était vraiment pas le bon move, quoi. Il y a aussi plein de champs qui avaient été abandonnés et à force qui avaient fini par redevenir des forêts. Et la production même de céréales et de raisins en France avait chuté de 50% par endroit. En même temps, il n'y avait plus assez de gens pour les bouffer, donc logique. Et en Europe, écoutez, les gens se mettaient à chercher des boucs émissaires. Et comme ça arrivait là trop souvent, les Juifs ont commencé à être accusés d'être responsables de la situation. Résultat, dans certaines villes, les populations juives ont été entièrement anéanties, sachant que les autorités étaient complètement dépassées par la gestion de la crise. Là, la population s'était alors rebellée et même des complots étaient apparus. Mais bon, ensuite, comme souvent ça arrive après un gros bordel, tout ce chaos a quand même créé des opportunités pour les survivants. Par exemple, les paysans encore en vie ont pu récupérer les champs abandonnés et même de nombreux campagnards sont allés s'installer en ville et ont changé de métier. Et c'est ainsi sur ces ruines fumantes que la Renaissance française et européenne
s'est construite, en marquant là un grand tournant dans l'histoire. Bon, aujourd'hui, a priori, on n'est jamais sûr, mais les conséquences auraient peut-être moins d'ampleur avec 50% de gens qui auraient la peste. Parce que tout simplement, au Moyen-Âge, les gens ne comprenaient même pas comment la peste se transmettait. D'où le fait que, par exemple, les médecins se baladaient avec des trucs à peu près comme ça, et qu'on appelait alors les médecins de peste, en pensant que ça allait les protéger. Les conditions de vie étaient très différentes d'aujourd'hui. Nous avions des environnements urbains à forte densité, souvent infestés de rats. C'était un terrain propice à la transmission de la peste. Les temps ont changé et les antibiotiques permettent désormais de traiter la peste. Grâce au progrès de la santé publique et de l'assainissement, la peste ne représente plus la menace qu'elle était au cours des siècles passés. Mais elle reste une maladie grave. Et en plus de ça, en fait, faut savoir que la peste noire a remodelé notre système immunitaire humain. En fait, c'est con, mais tout s'est joué sur un gène. Et il se trouve que certaines personnes avaient un gène qui leur donnait environ 50% de chances de survie en plus par rapport aux autres. Et du coup, les survivants ont transmis ce gène aux générations suivantes et une sorte de sélection génétique naturelle très rapide en a émergé. Et aujourd'hui, ce gène est très répandu. Et donc, comme une grande partie de l'humanité possède ce gène, elle résisterait mieux à une nouvelle pandémie de peste. Mais le problème, c'est que ce gène, il peut aussi vous rendre un peu plus sensible à d'autres maladies, notamment la maladie de Crohn ou même la polyarthrite rhumatoïde, et qui sont toutes les deux des maladies auto-immunes. Bref, en gros, voilà à quoi ressemble la situation avec 50% de gens qui ont la peste. Donc des impacts énormes sur l'économie et la stabilité des pays, ou des dizaines de millions de morts, notamment chez ceux qui n'ont pas hérité du bon gène, ou alors les gens qui n'ont pas accès au traitement. Mais voyons désormais notre ultime étape avec 100% de la population atteinte de la peste. Et ça nous réserve encore quelques surprises. Alors, en 1492, un certain Christophe Colomb débarque aux Caraïbes. Puis, les années suivantes, des expéditions européennes se rendent un peu partout en Amérique. Sauf que là, ils apportent avec eux des maladies. La grippe, la variole, la rougeole et même la peste. Et donc, comme les peuples natifs américains n'ont jamais été exposés à ces maladies, leur système immunitaire ne sait tout simplement pas y résister. Et résultat, ces maladies se propagent extrêmement vite auprès d'eux et la quasi-totalité des natifs américains tombent malades. Et la population native américaine passe alors de 60 millions d'individus avant l'arrivée des colons à seulement 4 millions à peine quelques décennies après. Du coup, vraiment, c'est une hécatombe. Il y a des tribus, des peuples ou même des civilisations qui disparaissent brutalement après avoir vécu et prospéré des siècles. Et donc vraiment, ils sont morts à cause des maladies qu'on leur a transmises sans faire exprès, en gros. Et ça, c'est d'ailleurs l'un des très rares cas où presque 100% de la population a été malade. Et du coup, on sait aussi ce que ça fait si 100% de la population aurait la peste. Alors, la population juste de quelques grandes villes, notamment à Florence en Italie pendant la peste noire. Parce que en 1348, la peste entre dans la ville de Florence. Et là, les prêtres et les autorités politiques meurent si rapidement que l'ordre public s'effondre. Alors, il n'y a plus personne pour diriger. Et en fait, les gens refusent d'enterrer leurs morts. Tout simplement parce qu'ils ont peur d'attraper la maladie eux aussi. Sauf que ça provoque un truc pas ouf, c'est que les cadavres commencent à se décomposer littéralement dans les rues. Et en réalité, seulement les mendiants les plus pauvres acceptent d'enterrer les morts. Mais en échange, ils vont demander des sommes d'argent exorbitantes. Parce que tout simplement, ils risquent de mourir, Et la situation est si épouvantable que même dans la campagne autour de Florence, les paysans tombent morts dans leurs champs. Et certains décident même de relâcher leur bétail dans la nature avant de mourir. En fait, c'est simple, tous les habitants de Florence s'attendent à un moment à décéder. Et du coup, ils en ont alors plus rien à foutre de la vie, qu'ils se mettent alors à vivre le peu de temps qu'il leur reste sans se soucier des conséquences. Par exemple, les plus pauvres vont claquer toutes leurs économies d'une vie pour se faire plaisir, ou alors vont voler aussi de la nourriture un peu plus raffinée. Ils vont se mettre alors à s'habiller comme des aristocrates, en disant « Ok, on va goûter à ça ». Les gens se mettent à se marier avec presque n'importe qui, et les limites entre les classes sociales volent en éclats. Et donc avec 100% de la population atteinte de la peste, on peut imaginer que ce serait un peu pareil en fait. Les gens, à ce moment-là, savent qu'ils sont contaminés, ils savent que leur chance de survie est peut-être trop faible, alors ils se mettent à faire n'importe quoi. En gros, profiter de leurs derniers instants et même éventuellement assouvir leurs fantasmes, qu'importe les conséquences, puisque dans tous les cas, ils mourront. Parce que en réalité, pendant tous ces siècles en fait où les gens mouraient, notamment à Florence, les gens ne savaient pas ce que c'était. Ils savaient que c'était la peste, mais ils savaient pas d'où ça venait, comment on soignait le truc, est-ce que c'était la colère divine, vraiment ils étaient perdus. Et c'est seulement qu'en 1894, donc près de 500 ans après les trucs de Florence, qu'il y a un médecin franco-suisse, du nom d'Alexandre Yersin, qui va identifier la bactérie de la peste. Mais même après ça, du coup, on ne peut pas la soigner, on sait juste que c'est une bactérie, c'est ce machin-là. On sait que c'est tout petit et que c'est vraiment vicieux. Et il faudra attendre alors 50 ans après le fait de l'avoir identifié pour trouver des antibiotiques qui pourront lutter contre la peste. Et en tout cas, à l'heure actuelle, en 2025, il n'existe toujours pas de vaccin efficace contre
cette bactérie. Voilà, vous pouvez pas vous faire vacciner pour ne plus du tout craindre la peste. Il faut vraiment se prendre des antibiotiques vénères pour pouvoir la vaincre si vous êtes contaminé. Sauf que le problème, vous le savez, c'est que les bactéries, elles peuvent devenir avec le temps résistantes aux antibiotiques. Et d'ailleurs, les spécialistes pensent que ça a tendance à être de plus en plus le cas avec les années. Et donc peut-être un jour, si on n'a vraiment pas de chance, on ne serait plus capable de guérir la peste. Les antibiotiques seraient plus assez efficaces en gros. Et alors, elles pourraient peut-être revenir en force et être une menace. Et c'est d'autant plus inquiétant quand on pense aux armes biologiques qui ont été créées spécialement par les humains pour tuer d'autres humains, le plus efficacement possible. Parce que oui, là on se dit ok, la peste c'est toujours un truc qui arrive de manière un peu aléatoire, mais non, à plusieurs moments dans l'histoire, on a utilisé des armes qui ont propagé la peste, exprès pour tuer les gens. Par exemple, en 1345, l'armée mongole assiège la ville de Kaffa, en Crimée, qui est à ce moment-là contrôlée par les Italiens. Mais le siège dure vraiment 3 plombes et ça s'éternise pendant 2 ans. Et là, vers la fin, l'armée mongole, elle commence à être contaminée et décimée par la peste qui sévissait aussi dans le coin. Et à ce moment-là, le chef de l'armée mongole décide alors de balancer les cadavres pestiférés par-dessus l'enceinte de la ville, de sorte à contaminer la ville qu'ils essayent de prendre. Voilà, une petite arme biologique simple mais efficace. Parce que, en vrai, ça fonctionne hyper bien. Très rapidement, l'épidémie se répand à l'intérieur de la ville. Et au bout d'un moment, en réalité, les Mongols et les Italiens sont tous les deux forcés d'abandonner la ville. Parce qu'en réalité, c'est con, mais cette fois-ci, c'est pas les humains qui vont gagner, mais c'est la maladie qui les met KO tous les deux. Sauf qu'en se repliant pour retourner chez eux, à ce moment-là, plusieurs d'entre eux sont malades et ils vont alors répandre la peste directement dans leur contrée. Et c'est comme ça que la pandémie de la peste noire a débuté. Mais on a aussi un autre exemple beaucoup plus récent, en 1937, où l'armée impériale japonaise tente d'envahir la Chine. Et là, dès le départ, l'armée japonaise a vraiment très peu d'estime pour les Chinois, honnêtement, et elle utilise tout ce qu'elle a à disposition pour les décimer, et notamment des armes chimiques et bactériologiques. Parce qu'en effet, quelques années auparavant, le Japon avait créé la mystérieuse unité 731, qui était un centre militaire de recherche bactériologique. Et les Japonais avaient fait alors de nombreuses expérimentations abominables sur des prisonniers. Et ils avaient même réussi à mettre au point des sortes de bombes à base de puces infectées par la peste. Et du coup, ils se mettent à larguer ces bombes-là au-dessus de la Chine en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais eux, c'était pas la guerre mondiale qui s'intéressait, ils étaient déjà en guerre. Et en tout cas, leur bombe a bien fonctionné puisque des petites épidémies de peste se sont déclenchées dans différents coins en Chine. Et elles ont continué à faire leur chemin, même après la fin de la guerre, et à tuer des gens pendant des décennies. Et même en 1945, juste avant la fin de la guerre, l'armée japonaise était tellement sans pitié qu'elle a failli quand même, larguer la peste à grande échelle sur toute la côte ouest des États-Unis. Los Angeles, tout ça, ça dégageait. D'ailleurs, même plus récemment, en vrai, un ordinateur portable d'un a été découvert par des services secrets. Et on sait que dedans, ça contenait des explications très précises sur comment récupérer la peste et l'utiliser à des fins de bioterrorisme. Donc bon, en tout cas, la peste a déjà été utilisée en tant qu'arme et il n'est pas exclu qu'un jour elle le soit de nouveau, au risque de créer une forme beaucoup plus virulente de cette peste. En tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles des chercheurs français tentent de trouver un vaccin efficace contre la peste. Durant la dernière décennie, nous avons développé un nouveau candidat de vaccin nommé VTNF1. Il protège les souris à 100% contre la peste pneumonique et la peste bubonique. La pire menace de bioterrorisme utilisant la peste serait une attaque avec les aérosols infectieux. Cela provoquerait une peste pneumonique hautement contagieuse et rapidement mortelle. En plus, ce type d'arme bactériologique potentielle serait alors indétectable par des tests courants. Mais chez la souris, ce vaccin VTNF1 confère une protection contre ce type d'infection. Bref, à l'heure actuelle, la peste n'est plus un danger, en tout cas pas autant que dans le passé. Mais ça reste quand même une menace persistante pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. En tout cas, si demain 100% de la population était infectée par la peste, ce serait bien pire que le Covid. La plupart des mesures de protection ne serviraient plus à rien, vu que tout le monde serait déjà malade. Et cette fois-ci, les morts se compteraient en milliards. Et du coup, tout le monde serait touché à peu près uniformément, qu'on soit riche, pauvre, connu ou inconnu. Les gens réagiraient à peu près n'importe comment, comme à Florence pendant la peste noire. Et au passage, beaucoup d'animaux seraient aussi infectés. Mais au final, après peut-être quelques mois, une année ou deux, la tempête serait passée, mais il resterait néanmoins quand même des milliards de gens qui seraient vivants. Ce serait peut-être un peu comme dans le film Avenger, où la moitié de la population disparaîtrait. Sauf que là, ils disparaîtraient pas en fumée, on aurait vraiment les cadavres à devoir se coltiner, et les risques de maladie à cause de ça. Et les survivants seraient alors face à une grande décision à prendre. Est-ce qu'ils devraient reconstruire la même société comme avant, ou alors voir ça comme un nouveau départ pour créer un meilleur système?
En tout cas, voilà la poiscaille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé justement en commentaire et quels sont vos pronostics du nombre de gens qui seraient encore vivants ou morts, quoi. D'ailleurs, n'oubliez pas aussi de jeter un coup d'œil à notre partenaire CyberGhost VPN, qui ne vous protège pas de la peste, mais par contre qui vous protège de plein d'autres choses un peu plus réelles aujourd'hui. Et avec le lien en description, vous avez 4 mois offerts et 83% de réduction. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi que vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Mais avant de conclure, je vais vous raconter une dernière anecdote. Parce qu'on a parlé là du gène résistant à la peste, dont on a hérité de nos ancêtres du Moyen-Âge. Mais si je vous disais que certains de nos cauchemars pouvaient aussi être hérités de nos ancêtres. Par exemple, la peur en fait d'être poursuivi ou alors des araignées. En tout cas, ça c'est une hypothèse vraiment sérieuse qui a été émise par certains chercheurs. En fait, selon eux, certains cauchemars pourraient se transmettre de génération en génération, comme une sorte de mémoire génétique ou un héritage directement encodé dans l'ADN, peut-être. En tout cas, c'est une thématique vraiment passionnante et si les rêves, ça vous intéresse tout comme moi, le premier tome de la saga Noisuli sortira le 25 février 2026. En attendant, je continuerai à en parler. Sur ce, passez une bonne nuit et je vous souhaite de faire des beaux rêves.